Fin 1978, tout s'accélère. En quelques semaines, la Chine que Mao tenait verrouillée depuis 30 ans s'ouvre enfin. Ébahis, les Chinois découvrent du jour au lendemain les plaisirs dont ils avaient si longtemps été privés. Un vent de liberté souffle sur tout le pays. La Chine sort de sa réserve. Peu à peu, l'abondance remplace la frugalité de naguère. La production destinée à l'exportation balbutie ses premiers mots. Mais ce n'est qu'un début. Bientôt, cette libéralisation imposée par Deng agit comme une lame de fond qui stimule l'énergie de tous les Chinois. La jeunesse, durement éprouvée jusque-là, retrouve la parole. Maintenant, nous croyons à l'efficacité. Autrefois, nous étudions la politique, mais nous n'avons pas appris beaucoup de choses, en effet. Vous êtes content de l'ouverture de votre pays? Bien sûr, nous sommes très contents. Surtout pour nous, nous sommes les étudiants qui apprennent la langue étrangère, n'est-ce pas? Est-ce qu'on aurait pu avoir une discussion comme ça il y a 2 ans? À ce moment-là, non, c'est impossible. Maintenant, nous avons plus de liberté de parler tout ce que nous pensons. c'est ça. En disant c'est impossible. Il y a 2 ans, c'était impossible. C'est impossible. Les paysans chinois sortent du collectivisme. Ils sont encouragés à s'enrichir, à innover, à exporter. Et pour que la Chine accède enfin au statut de puissance économique, Deng rejette une fois pour toutes l'idée qu'elle doit compter sur ses propres forces. Et il assume crânement la rupture. Fraîchement nommé à la tête du pays, celui que l'on appelle déjà le petit timonier se rend en Amérique. À ses interlocuteurs capitalistes, Deng dépeint la Chine populaire comme un Eldorado. 1 milliard de travailleurs à très bas coût, avides de se former aux techniques modernes et assoiffés d'un désir de consommation inassouvi. L'oncle Sam est séduit. Dès 1979, la Chine entame son apprentissage. Comme elle n'a aucune expérience des affaires, Deng autorise les premières entreprises à capitaux mixtes à s'implanter. Les Chinois y apprennent les us et les coutumes du commerce international. Beaucoup s'effraient d'offrir la Chine en pâture à la cupidité étrangère, mais Deng rétorque « L'ouverture est indispensable. Et tant pis s'il rentre des moustiques. » Dix ans plus tard, la Chine de Deng Xiaoping a pris le pas sur celle de Mao. En 1989, son portrait trône toujours place Tiananmen, mais il n'impressionne guère les milliers d'étudiants qui l'occupent pour réclamer la démocratie. La presse étrangère n'en perd pas une miette. Pour la première fois depuis 1949, l'opposition au régime devient publique. C'est la rançon de l'ouverture contrôlée voulue par Deng Xiaoping
car lui a tenu ses promesses. En une décennie, la Chine s'est transformée. À 2 pas de Tiananmen, la bourse est en pleine effervescence. Pour honorer ses premiers millionnaires, de somptueux palaces au luxe tapageur se dressent. La Chine rouge s'est considérablement enrichie. Sa classe moyenne ne cesse de croître et le Made in China commence à conquérir le monde entier. Peu à peu, la Chine devient l'atelier du monde. Des millions de paysans quittent la campagne pour tenter leur chance en ville, dans l'espoir d'offrir à leurs enfants restés au village un avenir meilleur. Progressivement, la société traditionnelle chinoise disparaît. Le Parti communiste chinois entame aussi sa mutation. Les camarades troquent sans regret la vareuse à col Mao pour les costumes Armani, mais sans renoncer à leur rôle dirigeant. Ils soutiennent Deng Xiaoping quand il décide d'envoyer les chars écraser les manifestants de la place Tiananmen. We make friends. Excuse me. The China will no future. It is a black future for China. Alors que Mao cachait ses crimes, Deng les étale, quitte à affronter le regard désapprobateur de l'Occident. Il a sorti la Chine de son isolement, mais il veut que le parti reste le maître. Ce paradoxe est son héritage.